let's fall in love. Et nous sommes de retour et nous ne sommes plus tout seuls. Oui, on accueille Lucille Prin, réalisatrice des Sims, qui est en compétition nationale, dont on a déjà parlé il y a quelques jours. Je commence à 2-3 jours. Complètement perdre le fil des jours. Bienvenue. Merci. Merci Bonjour. à toi d'être là. Comment tu résumerais ton film Alors, c'est l'histoire de deux agents de maintenance sur des antennes relais, des antennes téléphoniques en haute montagne. C'est le dernier jour de l'un des deux, Marius, qui prend sa retraite. Et sa collègue Lorna vit pas très bien ce départ à la retraite de son binôme. Et pour ce dernier jour, elle va lui en faire baver. Non, pas tout à fait. Non, elle va tout faire pour que ça dure. Et bon, ouais, voilà. Je sais pas si je raconte tout. Non, je m'arrête là. Non, je pense, ouais. Ouais, du coup, ce truc un peu de dernier jour, moi, ça me faisait penser à ce qu'on voit beaucoup dans les films de gangsters, allez, je fais un dernier coup. Mais là, le truc, c'est qu'on du coup, on les voit, on a déjà un peu parlé, hein, mais on les voit réparer une antenne. On voit que Lorna, à un moment, a une perte de conscience. Et ils sont un peu contraints là où ils devaient rentrer, à aller sur encore une dernière antenne. Et du coup, c'est un truc un peu différent par rapport au poncif dont je parlais, qui est lui, voilà, il est prêt à prendre sa retraite, machin. Il y a ses collègues qui ont dit qu'ils font ce n'est qu'un au revoir, etc. Et donc dans ce film, on est dans les Sims, quoi. On est vraiment dans cette montagne enneigée, etc. Et je sais qu'il y a beaucoup, ce qui nous a beaucoup questionné, c'est les secrets de fabrication du film. Qu'est-ce qui se passe derrière, parce que ouais, on est vraiment pris dedans, on est à la montagne avec eux, quoi. C'est vraiment pour moi, en fait, c'est vraiment un des films en tout cas que j'ai vu cette année où ouais, je me suis posé beaucoup de questions par rapport à la réalisation. Le film est très beau. Surtout la tempête. Alors on spoil un peu ici, mais surtout la tempête. Ouais. Je suis obligé d'en parler. Alors j'ai vu qu'il y a un gros encart pour les VFX dans le générique, qui sort même un peu du générique. Donc j'ai beaucoup de questions par rapport à ça. Déjà j'ai donc une question. Moi je me posais la question comment réussir. Il y a des plans d'ensemble des montagnes qui sont vraiment magnifiques. Comment tu obtiens ces plans d'ensemble ? Est-ce que tu passes par un hélico, un drone ? Est-ce que tu dois aller sur une montagne en face ? Est-ce que tu es passé par éventuellement une banque d'images ? Si c'est pas trop indiscret. Non, aucun problème. Je n'ai utilisé qu'un trépied et pas de banque d'images. On a tout filmé nous-mêmes, simplement en se positionnant au bon endroit avec la caméra, le trépied par rapport aux montagnes. Alors, il y a un peu de la triche. Le micro un peu plus proche de la bouche. Je sais que t'as pas la retour, mais il y a un peu de la triche quand même, dans le sens où j'ai mixé plusieurs massifs entre eux, tournés au même endroit. Ok. Ça c'est c'est surtout ça la clé de la triche, c'est d'aller chercher chaque montagne qui nous arrange, de montage, que c'est une et même montagne. Ah, ça marche très bien. Et aussi. Bon, la plus grosse triche qu'on ait faite, c'est de filmer, nous, une montagne et d'y incruster des corps quand on ne pouvait pas vraiment tourner sur cette montagne. Ah, d'accord, ok. C'est pour le dernier plan. Le tout dernier plan. D'accord. Alors, le tout dernier plan, c'est le grand large. Il y a deux derniers plans. C'est le large, plan large avec les deux. D'accord, ok. Incroyable, c'est cool. Celui-là, il est pas mal trafiqué. Ok, d'accord, celui-là est trafiqué. C'est peut-être c'est une vraie montagne qu'on a filmée, mais il n'y avait pas vraiment eux dedans. D'accord. Ok. D'accord. Ok, trop intéressant. Ouais. Ok, waouh. Mais du coup, il y a eu des gros repérages alors pour ce film, des repérages un peu sportifs. Oui, effectivement. En fait, on a fait une longue session de repérage où on a cherché des antennes perchées là-haut.
et on n'en a pas trouvé, pas qui soit accessible, parce qu'il y avait tout cet enjeu de pouvoir amener une équipe de tournage là-haut et qu'il y a un endroit en dur pour qu'au moins on mange au chaud, parce qu'on passe la journée là-haut à se les peler. Ah, donc vous êtes vraiment... ok, ça répond à une autre question que j'avais. Donc vous êtes vraiment allé sur des grosses hauteurs, sur à des poteaux un peu perdus Du coup, non, oui et non, dans le sens... entre les deux. La finalité de ce repérage, c'était que ça n'existe pas, enfin on ne trouvera pas une antenne tout là-haut accessible où on peut amener une équipe. Donc on a abandonné l'antenne et on a juste cherché un endroit sauvage en montagne où on peut amener l'équipe sans antenne. Et l'antenne est complètement reconstituée, quoi. Ok. D'accord. Et du coup, on a eu l'idée d'une station de ski de fond, un peu la plus petite station de France, je crois, qui est la station d'Issarbes dans les Pyrénées. Du coup, il y a un endroit en dur où on peut quand même se protéger. Et c'est un endroit qui est presque tout le temps dans la brume. Et ils nous avaient prévenu, vous verrez, à cette période de l'année, vous allez avoir du mauvais temps, c'est sûr. Et donc là-haut, on a eu les intempéries qu'il nous fallait. Et on a pu quand même protéger l'équipe quand il tournait pas. C'était une équipe de combien de personnes? Je me souviens plus du générique, mais en tout cas sur place, il y avait une vingtaine. Je sais plus précisément, peut-être 25. Donc résultat, vous vous déplacez avec des Barnum, des camions. Comment ça marche au niveau de l'organisation? Un seul camion et beaucoup de voitures. D'accord. De mémoire, il y a peut-être 2, mais non, un seul camion et un petit parce qu'il faut pouvoir monter là-haut avec des chaînes. Oui, bah oui. C'était pas facile à ramener. On a d'abord bloqué le camion là-haut. Rapidement avec le poids en plus. La route était pas déneigée. Un chauffage quand même. Donc oui, non. Ouais. Et puis Barnum, du coup, on n'a pas eu besoin vu qu'il y avait une espèce de salle hors sac, mais plus avec un espèce de petit resto d'altitude vide. D'accord. On a squatté. Ok. Et donc, tu disais que vous avez eu des intempéries, mais vous en avez joué, résultat de ces intempéries un peu ou on les cherchait. D'accord. Okay. Moi, j'espérais surtout de la brume. J'espérais pas la tempête qu'on a eue. On a eu. Vous avez vraiment eu une tempête. Et du coup, on a joué avec. Attendez. Donc, il y a eu vraiment une tempête. Et donc, ça veut dire qu'il y a des plans qui ont été tournés pendant la tempête? Ouais. Parce que c'est vrai que ça faisait partie de nos questionnements de qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Et il y a un moment où il y a la tempête dans le film et où du coup c'est très réaliste. Et en même temps je dis mais là t'as pas une équipe parce que ça a l'air dangereux pour l'équipe aussi. Et donc on se questionnait pas mal sur qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Quand on a vu les VFX, en fait on s'est posé la question de comment rendre une tempête aussi impressionnante. On était vraiment dans le cœur de la tempête, on sentait la tempête. Il y avait quelque chose vraiment qui marchait de fou. On était très curieux de savoir comment on obtient ce résultat. Mais s'il y a une vraie tempête, non mais c'est vraiment un mix entre les VFX et la réalité. On a eu l'essentiel de ce qu'il nous fallait. Après, cette tempête-là, elle a duré quelques heures, donc pas de quoi tourner aussi longtemps qu'on voulait. Et après, on en a rajouté sur les jours de brume. On rajoute des flocons, on rajoute un peu de brume. Les VFX, ils ont appuyé ce qu'on a vraiment eu, mais on n'a pas eu la matière de base, quoi. Quoi que ce soit. Enfin. Ouais, tout était déjà là. Et après, on n'a pas mis l'équipe en danger non plus parce que c'était un endroit. En fait, l'avantage de la brume, c'est que tu mets ce que tu veux, on ne voit rien. Oui. Donc, on était vraiment, mais à, je sais pas, 50 mètres de la salle hors sac. D'accord. On n'était pas loin. Et bah quelle chance, ça rend vraiment bien. C'est les coups de chance de certains tournages et les timings. C'est assez impressionnant. Alors le résultat, on va pas faire du plan à plan pour savoir sur lequel il y avait une tempête, mais dans tous les cas, ça rend vraiment bien. On se sent vraiment dans le froid, dans le vent, que ça soit les choix de plans et de composition, que ça soit dans le véhicule ou à l'extérieur. Notamment le plan. Moi, il y a vraiment beaucoup de plans qui m'ont beaucoup marqué. Je pense notamment à quand il tire la fusée de détresse. Ce plan avec la brume est vraiment avec les ombres, le vent, les flocons, c'est vraiment, ça rend super bien. Et donc aussi ce grand plan large post-tempête où ils se rejoignent petit à petit, c'est assez impressionnant. Vraiment, en vrai, c'est moi qui avait dit à Kevin que j'aurais bien voulu voir un film avec beaucoup de neige. J'ai été servi. Ça a représenté combien de temps de tournage à peu près? Résultat, tout sur une journée
4 jours avec les 2 acteurs en tout pour tout le film, ou tu parles que de la tempête? Toute la production sur on place. a eu 5 jours toute l'équipe, et dont 4 jours avec les 2 acteurs, parce qu'il y a un jour où on pouvait pas voir les deux. D'accord. Ce qui était vraiment trop peu, j'ai trouvé, parce qu'on n'avait que quelques heures utiles par jour. Déjà, tous les matins, on perdait des heures pour monter, la route n'était pas déneigée, les chaînes, elles cassaient en route. Enfin, il y avait plein de galères de haute montagne qu'on n'avait pas trop anticipées, parce qu'on est... Enfin, c'était pas une équipe de grands montagnards, quoi. En hiver, en janvier, il fait nuit tôt, donc résultat, il nous restait peut-être 5 heures de tournage par jour. Donc, oui, résultat, oui, c'est tourné. J'avais pas pensé à ce petit. C'est des demi-journées, quoi. C'est tourné en hiver, en janvier, vraiment le pire temps. Voilà. Donc c'était vraiment au pas de course, et on a eu énormément de chance. Par exemple, l'avant-dernier plan, donc celui où on voit les corps, mais pas encore toute la montagne. On savait qu'il nous fallait du soleil, il fallait sortir de la brume à ce moment-là. Il y a eu une éclaircie qui a duré peut-être 3/4 d'heure, c'était one shot, une seule prise. On a eu vite. Donc c'était vraiment la course. Le double, ça aurait été bien. Il y a vraiment aucune utilisation de drone dans le... Non, 0 drone. Il y a vraiment des plans qui donnent un effet très aérien qui rendent vraiment bien. Mais résultat, à chaque fois que vous rentriez au chalet ou à l'hôtel le soir, et donc le lendemain, hop, on remonte directement sur la montagne. Une heure de route à chaque fois. Une heure de route à chaque fois. Ah ouais, avec une vingtaine de personnes sur seulement 2 véhicules. Là aussi, on perd du temps. C'est que il faut pas non plus rouler de nuit trop parce que c'est dangereux. J'imagine que y a pas de lampadaire, y a pas de à part les phares, le vent, la brume, doit pas y avoir beaucoup d'indications. D'ailleurs, eux, ils utilisent une sorte de GPS un peu particulier qui indique constamment la route, leur direction, même s'ils voient rien. Ça a l'air déjà dangereux en fait comme métier. En vrai, c'est vrai que le début, ça a l'air d'être un métier très tranquille, très calme, et petit à petit, ça devient un peu plus angoissant, même si c'est pas comme s'ils affrontaient des ours ou autre chose, mais on sent bien que c'est le genre d'endroit où la montagne peut les manger facilement en fait. Et c'est vraiment impressionnant. D'accord, donc 5 jours. Et pourquoi ce film? C'est la grande question. Quelle idée d'aller dans la montagne, quoi. Alors, honnêtement, à l'origine, c'était surtout une envie formelle d'un huis clos dans un véhicule, dans un grand espace enneigé. J'avais vraiment envie de tourner dans la neige, dans le grand blanc, dans la brume. Et l'envie d'un petit huis clos dans un cocon protecteur qui éclate, et dont un espèce de film de contraste entre l'intérieur et l'extérieur. Et de cette forme, après, est née l'idée des agents de maintenance sur les antennes. Je voulais un métier de montagne difficile et technique, auquel on pense pas trop. Ouais. Et j'avais envie d'un rapport de collègues, de 2 vieux collègues, sur un binôme de travail. Après, il y avait cette idée qui est plus très présente dans le film, mais qui était un peu à la genèse de 2 amis qui n'arrivent pas trop à communiquer, mais qui travaillent sur des antennes de communication. Voilà. Ok. Ah oui, ça pourrait. Ça marche aussi très bien comme sujet, comme petite aventure. Mais du coup, dans le tout début du film, la première antenne, alors, comment ça a été tourné? Parce que très bonne question. Globalement, j'arrive pas. On est d'accord, on a la même question. C'est comment ça a été tourné sur l'antenne directement. Ça n'a pas été tourné sur l'antenne. Ouais. Impossible de tourner. Enfin, on a beaucoup questionné ce qui était faisable. On ne peut pas, bien sûr, tourner sur une vraie antenne. On s'est posé la question de tourner sur une antenne abandonnée. D'accord. Mais trop dangereux. Avec du coup une cascadeur, mais trop dangereux. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est que le chef d'éco, il a fabriqué un tronçon d'antenne de 4 mètres. Pour pouvoir quand même la faire grimper sur un vrai bout d'antenne. Et après, en effets spéciaux, on tendait un fond vert derrière pour... vraiment, les FX sont... ça rend trop bien. Sont très discrets. Moi, vraiment, je me suis posé des questions parce que je sais que de toute façon, dans le cinéma, tout est triche, tout est filouterie, tout est VFX. Mais c'est vrai que sur ton film, j'ai
j'ai eu du mal à voir. Quand j'ai vu les VFX à la fin, j'étais en mode oui, normal, mais je ne les vois. Ouais, voilà. C'est où? C'est ça. Il y a beaucoup de plans, tout a l'air. J'ai pas l'impression de voir quelque chose de factice à aucun moment. Même quand ils dorment dans le froid, j'y crois totalement. C'est assez impressionnant. Black Cog, ils ont bien travaillé. Ouais, non, c'est du gros taf, et c'est vrai que c'est rare dans le cinéma d'être à ce point-là bluffé et de savoir qu'il y a mais de pas avoir idée de où est-ce que ça peut se trouver. C'est vraiment, on est ce genre de spectateur où quand on voit un faux raccord, on va dire il y a eu un faux raccord. Ouais, ah là on a vu, t'as vu, il y a le technicien dans les lunettes du reflet de vraiment. Et là on était un peu bluffé. Vous avez pas vu de faux raccord? Ensuite on voit beaucoup de films, donc on n'est pas dans la même situation que on regarde un film, mais j'ai pas vu de faux raccord. Pourquoi il y a un faux raccord que tu ne vois tout le temps? C'est le genre de truc auquel je fais vraiment pas gaffe. D'accord. J'aurais pu en laisser plein, mais j'avais un monteur très pointilleux qui a fait hyper gaffe à ça. En vrai, non, j'ai pas vu de faux raccord. Les positionnements avaient l'air corrects. Justement, c'est là où c'est dans ce côté un peu où tout paraissait bien naturel et logique que j'ai pas compris où est-ce qu'il pouvait y avoir des VFX. Donc c'est vraiment, il y a un très bon travail d'équipe sur ça. J'imagine qu'il y a aussi une script qui est vraiment pas mal et qui est vraiment pas mal derrière. Et ça c'est très important, on oublie souvent le rôle de la script. Ouais, elle était plus que importante, en l'occurrence c'était presque c'était mon deuxième cerveau, parce qu'en plus j'étais super malade les 3 premiers jours de tournage. Ah ouais, j'avais une énorme crève, mon cerveau marchait pas, donc heureusement qu'elle était là. Elle a sauvé le tournage. Ouais, malade, faut quand même tourner. Ok. Et résultat, quels sont tes prochains projets aussi maintenant par rapport à... Est-ce qu'on va continuer dans des environnements très nature avec deux personnages comme ça? Dans des environnements très nature, oui, je pense que c'est ma constance, c'est que je fais pas des films d'intérieur et ce sera probablement toujours dans des grands espaces, peut-être pas toujours dans la montagne. Tant mieux. Mais pas toujours avec 2 personnages. Ouais. Là, les projets en cours, cet été, je co-réalise un film avec Anaïs Lebert sur un chantier archéologique, un chantier préhistorique avec un groupe d'archéologues, mais ça va être beaucoup plus documentaire. Enfin, ça va être du documentaire mis en scène, mais documentaire. Fiction, ouais. Et après, c'est des projets de long là qui commencent et qui sont encore aux prémices, donc c'est un peu difficile d'en parler, mais en gros une histoire d'enquête sur une disparition dans un village et dans la nature autour. Ok. D'accord. Je suis très curieux, et c'est vrai qu'il y a dans ce film, du coup, il y a vraiment le côté d'en parler un peu sur le côté cocon qui éclate, le côté un peu angoissant de la grandeur et à la fois de la magnificence de la nature, et un truc d'enquête, je serais curieux de voir ça. Oui, peut-être garder un côté un peu thriller, mais pas non plus polar. Enfin, ouais. Et résultat, tu avais déjà... Alors, tu avais déjà travaillé avec les acteurs Avec ces 2 acteurs-là, non. Donc c'est Evelyne Elgarbi et Yann Amenecker. En fait, j'ai plus ou moins jamais travaillé avec des acteurs, parce que mes précédents films, c'est des amatrices. Ok. Donc non, je les ai découverts chacun dans un court-métrage où ils ont joué et je les ai contactés. Okay. D'accord, c'est juste un coup de cœur voilà. que tu as eu l'occasion de concrétiser. D'accord, parce que pareil, en vrai, il y a beaucoup de choses. Le jeu marche bien, leur synergie marche bien, la dynamique marche bien. On croit vraiment à une vraie vérité, à une vraie amitié avec une vraie sincérité. Non, il y a beaucoup de choses qui sont vraiment bien dans ce film et qui nous parlaient, et c'est pour ça qu'on voulait t'inviter également. Merci. Eux se connaissaient, donc peut-être ça. D'accord. Okay. Il y a quand même résultat, ça aide un peu au niveau de la synergie à la caméra. Mais du coup, comment t'envisages le travail avec les acteurs après ce film? Alors je pense que ce que j'aimerais vraiment beaucoup faire, c'est de mixer des amateurs et des acteurs professionnels. Tu veux garder un peu le côté amateur aussi. Garder, parce que j'aime vraiment beaucoup aussi travailler. En fait, tous mes précédents films, donc c'est des co-réalisations avec Anaïs, et c'était toujours avec des acteurs, actrices amateurs. Enfin, du coup,
pas des acteurs. Ok. Et c'est un aspect que j'aime vraiment beaucoup. Et je pense qu'un mix des deux, pour moi, serait la solution idéale. D'avoir quand même parce que je vois ce que ça apporte des comédiens professionnels, tout ce qu'ils peuvent faire en plus. Enfin, c'est aussi hyper précieux. Donc, j'aimerais bien un mix. Je sais pas si vous avez vu ce film de Emmanuel Écrialésé qui s'appelle Respiro. Qui est un peu un modèle pour moi dans cette façon de travailler où en fait il fait travailler tous les habitants de l'île de Lampedusa qui sont donc tous amateurs dans lequel il met une actrice qui est une actrice célèbre italienne, Valeria Golino, et ce mix marche trop bien. D'accord, que je suis un peu curieux, faudrait que je me renseigne sur ce film, mais Carrément. vous ne pas en avoir entendu parler avant. Il date un peu, je crois qu'il date. Oui, non, mais on regarde aussi des vieux films. On n'est pas. C'est pas un film de l'année dernière. Oui, non, on regarde quand même aussi un peu des vieux films, heureusement. D'accord, ok. Trop intéressant en tout cas tout ça autour de la création de ce film. Tu as encore d'autres questions, Kevin ? J'avais pas d'autres questions. Voilà. En tout cas, c'était. Je crois pas avoir d'autres questions. Est-ce que tu veux faire un peu ta promo prochainement, ou la promo de tes acteurs, ou de ton monteur, ou de ta productrice ou J'ai envie de faire la promo de tout le monde du coup. Pour vous parler de la production de ce film, donc Smack Productions, c'est un collectif en fait dont je fais partie. D'accord. Qui était une asso qui est devenue une boîte de prod en 2016 et donc c'est vraiment une façon de faire, une volonté de faire des films collectivement en mettant tout le monde un peu au même niveau. C'est une philosophie de groupe qui me parle beaucoup et je trouve que c'est assez précieux dans le monde du cinéma d'avoir cette philosophie-là, parce que c'est pas toujours le cas de payer tout le monde au même niveau, peu importe, avec le petit budget qu'on a. Parce qu'il y avait un vraiment petit budget pour faire ce film par rapport à tout ce qu'il fallait faire. Heureusement, on a eu une aide aux effets spéciaux, c'est pour ça qu'on est bien servi. D'accord. Voilà, donc parler de cette production-là. Après, la chef opératrice Marine Togali s'en est super bien sortie. C'est une guerrière de la nature. Je pense que c'était la chef op parfaite pour ce genre de bail. Et le monteur Julien Soudet, il a créé le film au montage. Vraiment, parce qu'on est rentré de ce tournage avec... Moi, honnêtement, j'étais pas très contente quand j'ai déroché le film parce qu'on l'a fait tellement vite que beaucoup de choses que j'avais prévues ne marchaient pas. Et il a fallu un peu réinventer le film au montage. Il y a même des scènes qui sont... Et encore une réécriture en montage, ça arrive assez souvent. Il y a des scènes qui n'étaient pas prévues, qui sont des créations de montage. Bon, je vous révèle vraiment les coulisses, mais la scène, par exemple, où ils reçoivent un appel au Toki pour leur dire il va falloir aller sur cette montagne, c'est une scène qui n'existait pas au tournage. D'accord. Créée au montage, à partir de... C'est-à-dire vous avez re-record le Toki pendant le montage. C'est la voix du monteur. L'avantage du Toki. C'est la voix du monteur, incroyable. D'accord, ok. Ah, ça c'est... Ok. Voilà, donc magie du montage enfin voilà, il a dû être très créatif et il a fait des merveilles. D'accord. Ok. Et donc tu disais que tu étais dans... Désolé, tu veux... J'ai l'impression que tu vas poser la question que je veux poser. Tu disais que tu étais dans un collectif. Comment fonctionne votre collectif ? Vous êtes plusieurs réalisateurs, réalisatrices, plusieurs scénaristes. C'est un collectif de réal et de prod. D'accord. Il y a aussi, il y a d'autres métiers aussi, il y a le métier de la post-production aussi. Mais donc il y en a qui sont et prod et réal, et il y en a qui sont que réal, et il y en a qui sont que prod. On est une dizaine. D'accord. C'est pas vous tournez dans un roulement il y en a un, il était réal et ensuite il devient monteur. Non, mais non, c'est vraiment plutôt orienté vers. On peut faire ça sur certains projets, de tourner techniquement. Là, on a fait une collection de 7 films sans argent, 7 réal, et chacun tournait à la technique pour être technicien sur les films des autres. C'était le workshop, il s'appelait comme ça, 7 films sans argent. On a appelé ça la collection pirate. D'accord. Ah, ok. Non, comment on a appelé cette collection ? Sur le champ. C'est ça qu'on l'a appelé, pardon. Bref. Et donc là, on tourne. Moi, je suis aussi à l'image, où je peux faire le point, où je peux, voilà. N'hésite pas à tourner. Mais après, pour les films produits, on a quand même généralement des postes
chacun a un peu sa spécialité. Et donc là, vous avez les films, mais il y a d'autres films qui sont éventuellement dans la collection, ou il y a que ce film qui est à Clermont en ce moment. Est-ce qu'il y a... Il y a que les Sims qui est à Clermont. Il y a un autre film du SMAC qui est à Gérardmer en ce moment. Ah d'accord. D'accord, c'est un peu plus genre résultat. Là, je parle pas des films de la collection. C'est un peu les films produits. Les films de la collection, c'est des films qui sont pour la plupart pas finis, qui sont en fin de post-production. Il y en a un qui était au festival d'Aix, là, qui est parmi ceux qui sont finis. Un autre. Je parlais pas forcément de la collection, je parlais juste de votre collectif. Je pense qu'on n'a pas la ligne film de genre spécialement. Il y a de tout. Des films très naturalistes, proches du documentaire. On est sur beaucoup de choses. Comment tu t'es retrouvé dans ce collectif-là, toi ? C'est des copains de BTS. On a fait tous le même BTS ensemble. BTS audiovisuel, quelque chose comme... D'accord. Okay. En images. On est tous une classe de BTS images et on est sortis de là, on a fait une asso, on a tous fait des films, puis on s'est retrouvés pour faire une boîte de prod. Résultat, vous avez un peu grandi ensemble. On a complètement grandi ensemble. C'était il y a 12 ans, ce BTS. Les débats autour du même cinéma, je visualise très bien. D'accord. C'est marrant parce que nous, on fait partie d'un collectif, par exemple. C'est un peu notre cas, le collectif Le Réseau. Et c'est quoi alors le collectif Le Réseau C'est quoi le collectif Le Réseau En vrai, nous on fait principalement notre job alimentaire, c'est le collectif. En fait, on va faire du film institutionnel ou de la pub, mais avec une volonté. Ce qui nous a réunis en fait à la base, c'était vraiment la volonté de faire du court métrage ou du doc. Mais voilà, on s'est orienté petit à petit pour faire d'autres choses et la passion qui nous a fait, résultat, faire des émissions autour du court-métrage. Moi, c'était une volonté, par exemple, de parler de court-métrage parce que je trouve qu'il y a rien sur Internet qui ne parle de court-métrage. C'est un peu triste, c'est un peu dommage. Même la difficulté, la facilité à aller vers le court-métrage, il y en a très peu à la télé. Faut vraiment être acheté par France Télé ou par Canal ou OCS. Et encore OCS, je crois même pas, ça existe plus maintenant de toute façon. Ça existe plus maintenant. Ça existe plus. Donc voilà, c'est déjà il faut avoir cette chance et on sait pas forcément vers quoi se diriger. Et la volonté, c'était vraiment de parler de ça. Mais c'est vrai qu'à la base, c'est juste, on est juste des passionnés d'images, de photos et de vidéos réunis autour de ça. Vous êtes combien dans ce collectif ? 4. On a un tout petit collectif. Ouais. On est 4, mais résultat, oui, je crois que tu allais vers ça. On a rencontré d'autres collectifs de passionnés qui... Ici même, on avait reçu, quand on avait commencé cette émission il y a 3 ans, 2-3 ans, on a reçu un réalisateur, on a pas mal aimé son film, etc. Un peu comme toi, on a discuté. Et en fait, il se trouve que derrière, c'est des jeunes qui sortaient de la cinéfabrique et qui ont monté un peu un collectif. Et le hasard des choses fait que l'année d'après, on a reçu quelqu'un d'autre qui avait un film aussi à Clermont. Et c'était un collectif. Et là aussi, cette année, on a reçu encore une personne de ce collectif-là. J'ai l'impression qu'il y a peut-être une dynamique comme ça qui est assez, ou de plus en plus courante peut-être, de passer par du collectif. Quoi. Que ça devient... Mais en fait, je pense que c'est aussi un peu une façon de survivre au marché, de se mettre en collectif et que... en fait, les films, dans ce genre de production comme les Sims, où on a juste une région pour faire un film pareil, il y a je pense qu'il n'y a pas beaucoup de boîtes qui se disent « Ok, on fait ça avec juste ça comme argent. » il faut une sacrée énergie de copains, quoi, de copains pour porter ce film. Là, les deux prods, Léa et Victor, qui sont des très bons amis, sans eux, ça aurait été impossible. Ils ont porté à bout de bras tout, quoi. Ils ont accepté de donner de façon démesurée. Et je pense qu'on fait tous ça pour les films des autres aussi. Il y a ce truc on fait ça ensemble, on se lâche pas. Là, on a toujours... De toute façon, on dit souvent que le cinéma, c'est aussi une grande famille, mais avec ses propres familles à soi aussi un peu. Oui, ouais. C'est un peu ça, toujours. Après, le cinéma, une grande famille, je crois que c'est un peu hypocrite comme formule. Oui, c'est toujours un peu hypocrite, parce que c'est comme toutes les grandes familles. Mais comme toutes les grandes familles, il y aura toujours des hypocrites. Mais c'est une industrie, Là, c'est une industrie,
mais oui, non, mais il y a quand on dit une grande famille, dans les grandes familles, il y a des hypocrites, il y a des menteurs, il y a des voleurs, il y aura toujours ça. Mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de nous en tout cas, à chaque fois qu'on voit des films qui nous intéressent, on découvre qu'il y a souvent un petit collectif derrière avec lequel on aimerait. Là, par exemple, ça donne envie d'aller voir ce que vous faites d'autres ensemble dans cet univers, dans cette bulle un peu cinématographique, comme on a pu voir avec d'autres collectifs et d'autres productions en fait. Surtout ça. Ouais. Ouais. Je sais pas si vous avez entendu parler du cinéma La Clé à Paris. Si, bien sûr. Oui. Parce que du coup, on en a fait partie. D'accord. Il y a plein d'autres activités à côté du genre ce cinéma-là, près des activités auprès de jeunes, de scolaires, où on va faire des ateliers. On fait pas que de la production de films. Quoi. D'accord. Ok. Trop bien. Trop bien. Mais oui, je pense que... Enfin, pardon, pour finir sur une note un peu peut-être dark. Allez. Allez. Vu ce qui se profile pour le court-métrage, nous, on voit l'évolution de la difficulté du financement du court-métrage d'année en année. Les budgets de la culture qui se coupent les uns là, le budget, c'est tout frais. Hein. Je pense que le collectif va être la seule façon de maintenir ce genre de continuer à faire des films, quoi. Là, on le voit, là, actuellement, on le voit déjà là, avec le Festival du court-métrage, qui est une sélection un peu plus petite, avec moins de salles. Moins de séances aussi, il y a plus trop de séances le matin, il y a beaucoup, il y a un vrai déficit au niveau de la culture, et déjà que ça pêche pour le cinéma, mais le court-métrage c'est déjà un peu mis de côté alors que la majorité des gens viennent de là. Et que en plus ça permet d'avoir des vrais petits bonbons des fois qui sortent justement des carcans habituels cinématographiques des longs métrages. C'est un peu délaissé, c'est un peu triste, et c'est pour ça aussi qu'on fait cette émission d'ailleurs. Merci de la faire. On sait jamais, ça va peut-être on sait jamais, on espère nous qu'il y aurait plus de budget, il y avait de plus en plus d'initiatives autour du court-métrage, de plus en plus d'aides, d'associations et de productions un peu plus indépendantes, mais même ça réduit petit à petit, alors qu'on était sur quelque chose qui montait et qui est de plus en plus important. Je vois, il y a des festivals qui se sont arrêtés, qui ne font plus de festivals, des trucs un peu plus indépendants, et c'est un peu triste, mais qui sait, peut-être d'ici quelques années la roue aura encore tourné. Espérons. On espère. Et d'ailleurs, quand tu parles de petits budgets, est-ce que tu peux te dire de combien on parle, et est-ce que tu as une idée de un budget plus confortable, ce serait combien, quoi? Ouais. Alors oui, ça peut sembler beaucoup quand on connaît pas les budgets d'un cours. On a eu la région Nouvelle-Aquitaine qui a donné, si je dis pas de conneries, 35 000. C'était 30 000 ou 35 000 euros. Plus une aide de VFX derrière. Mais donc pour le tournage, on avait juste ça, 35 000 euros. Un budget confortable pour un film comme ça, c'est plutôt 80 000. Enfin, confortable, c'est plutôt 150 000, mais 80 000, tu disais comme si c'était énorme, mais pour moi, 35K, c'est rien. Quand on connaît... Enfin, je sais pour une équipe de 20 personnes, plus pré-production, post-production, 20 personnes, du VFX, décor naturel. Non, pas, non, ça va. On fait ça avec principalement notre matos. Puis ça va vite. Non, on sait. Oui, mais voilà, avoir l'aide du CNC qui est plutôt de l'ordre de 80 000, ça fait vraiment respirer un court-métrage. Mais honnêtement, j'ai jamais fait. Mais donc là, il n'y avait que la région. Là. Ouais, là, il y avait que. D'accord. Ok. Et puis le CNC, ils en sélectionnent de moins en moins aussi, ils ont de moins en moins de budget. Il faut attendre 2 ans. C'est pareil, c'est toujours un problème. Il y a un problème au niveau de la culture. Ça bouchonne de plus en plus au CNC. Ouais. C'est pour ça que. En vrai, il y a de la chance quand même qu'il y a encore les régions, mais même les régions, on le voit là actuellement, c'est pareil, les budgets c'est de plus en plus petit. Et puis là, ça va être aussi tout aussi petit là cette année, donc voilà. Ouais. Après, on peut faire des films avec 3 francs 6 sous. On peut faire des films avec 3 francs 6 sous, mais généralement c'est plus la post-production où ça pêche. On peut tourner, si on a une caméra, on prend un DSLR, on a un copain qui a une perche, on peut faire un A à 2 personnes dans la montagne, on peut. Mais après, toute la chaîne de post-production, c'est intenable sans argent. Non mais oui, c'est souvent la post-prod, et puis non, si tu veux faire des trucs très spécifiques, ça va vite d'avoir des spécialistes aussi pendant le tournage. Les gens, ça se paye. Ce que les gens oublient souvent, c'est que
On peut finir sur les gens, ça se Très bien. Et ben, écoute, merci à toi en tout cas d'être venu pour cette petite rencontre. On espère que tu auras un avenir avec plein de films, plein de financements et que tout se passera bien. Pourquoi pas un petit prix pour les Sims. Nous, on a beaucoup aimé. C'était vraiment une chouette expérience. C'était un très joli film, très beau film. On s'est vraiment fait emporter. Et on espère que ton prochain docu-fiction sera tout aussi intéressant. Yes. Merci beaucoup. On te souhaite une bonne journée. Et quant à vous, n'oubliez pas, on se redonne rendez-vous demain 10h30, à partir de 10h30 pour un nouveau débrief. Et on reçoit aussi à partir de 11h15 un invité, Kevin. Ouais, on reçoit Marie Vieille. Voilà, qui était Camille. Oui, Camille, ouais. Eh ben, heureusement, parce que j'étais en train de confondre avec autre chose. Ah. Non, mais j'ai un mot dans la tête. Bon, pensant à ce film, ce n'est pas le bon mot. D'accord. Sur ce, bonne journée, bon festival et à demain. Adios les gens. Ciao. How do I deal